Bien, donc d'abord, merci de l'invitation. Je vais peut-être articuler mon propos d'une manière assez différente de ce qu'Antoine a fait et vous proposer de ne pas être uniquement sur les leçons de la crise Covid, mais peut-être de façon plus large. Et peut-être en trois temps. Le premier temps qui est le titre de cette réunion entre nous, c'est-à-dire penser l'incertitude. Le deuxième temps qui est plutôt agir en situation d'incertitude. Et le troisième temps que je souhaite peut-être concentrer sur le rôle des médias face à l'incertitude. Alors, sur le premier temps, je voulais juste peut-être dire que, en tout cas en santé publique, la notion d'incertitude, et probablement pas qu'en santé publique, mais en santé publique, c'est très fréquent d'avoir à penser en fonction de l'incertitude. Alors, il y a ce que nous avons vécu, et notamment cette crise sanitaire, mais globalement, on retrouve beaucoup des situations d'incertitude lorsque l'on est dans des sujets de santé publique. Je vais prendre quelques exemples, mais juste pour donner des illustrations. Sur l'aspect de effet sur la santé de mise en place d'antennes et du rôle de la 5G, a beaucoup de discussions et on a un certain nombre d'incertitudes avec des connaissances qui évoluent et qui se développent petit à petit. Mais dans beaucoup de sujets environnementaux, on a ces aspects d'incertitude avec lesquels il faut que l'on soit capable de développer des politiques de santé publique. Mais ça peut être aussi sur d'autres sujets. Si je prends par exemple les préconisations nutritionnelles qu'on peut avoir et qui peuvent être d'ailleurs différentes d'un pays à l'autre, quelle est la certitude que l'on a des effets des fruits et légumes, de la quantité de lait que l'on doit absorber, etc., etc. On a aussi un certain nombre d'incertitudes à ce niveau-là. Ça peut être aussi sur des sujets plus globaux. On travaille, nous, à l'école, par exemple, sur le rôle de l'habitat sur les aspects de santé publique, avec un certain nombre d'éléments que l'on essaye d'objectiver, mais aussi avec beaucoup d'incertitudes, notamment sur les aspects santé mentale des habitants et regard sur l'urbanisme. Et ça peut être aussi à un niveau, je dirais, plus opérationnel. Quand on explore une toxi-infection alimentaire collective au départ, eh ben, on essaye de calculer le risque à travers un autre ratio et qui nous donne des éléments d'orientation, mais avec une incertitude qui, en tout cas très souvent, se lève progressivement. Donc, je veux juste dire à travers ça que penser l'incertitude en santé publique devrait être une sorte de réflexe. C'est-à-dire, c'est très très rare les sujets sur lesquels on a une certitude absolue. On a une construction qui se met en place de connaissances, mais qui prend du temps automatiquement. Le deuxième point dans ce penser l'incertitude, c'est que moi, il me semble que cette incertitude, elle est un peu consubstantielle de la démarche scientifique. Parce que c'est la démarche d'acquisition de connaissances, c'est bien parce qu'au départ, on n'a pas de connaissances. Donc, ça serait plutôt d'essayer de voir comment, petit à petit, on arrive à construire des connaissances sur un sujet. Donc, la notion de progressivité est, à mon avis, extrêmement importante. Et là, j'aime bien citer ce que nous a dit au début de la pandémie Edgar Morin. Donc, c'est dans l'article qu'il a fait pour le journal du CNRS, où il dit nous essayons de nous entourer d'un maximum de certitudes, mais vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitudes à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille. Et je pense que ça exprime, ça illustre de manière très belle la progressivité de la construction des connaissances et je crois que c'est un élément extrêmement important. Et par ailleurs, il y a aussi un autre point qui me semble fondamental,
c'est que appréhender des phénomènes complexes, ça ne peut pas se faire uniquement avec une focale. Donc, Antoine a parlé tout à l'heure de l'intérêt des sciences humaines et sociales. Oui, mais elle n'est pas mineure. Elle est, à mon avis, tout aussi importante que l'épidémiologie ou que un certain nombre de sciences mathématiques, économiques, etc. Et c'est, je crois aussi, ce qu'il faut voir, c'est que les phénomènes de santé sont des phénomènes complexes et que dans ces phénomènes complexes, il faut être capable aussi d'avoir une approche pluridisciplinaire. Et ce n'est pas uniquement mettre les disciplines les unes à côté des autres, c'est aussi les faire dialoguer, faire en sorte qu'on soit capable de travailler ces sujets-là. Alors, par exemple, j'aurais été très intéressé, et c'est peut-être une question à poser à Jean-François Delfraissy, de voir comment les différentes disciplines ont véritablement dialogué dans le cadre du conseil scientifique et comment ça a pu aussi permettre de travailler les positions qui ont été données par le conseil scientifique. Et donc, dans ce contexte-là, je pense que c'est vraiment un contexte dans lequel la pensée sur l'incertitude doit être animée par cette volonté de progressivité d'une part et de capacité à avoir différents regards qui dialoguent pour permettre de mieux appréhender une situation. Après, le deuxième point, c'est agir. Comment on agit en situation d'incertitude. Et là, je crois aussi que c'est important de regarder ça. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a probablement une nécessité d'objectiver une forme de triptyque. Il y a d'une part la démarche d'expertise. Et la démarche d'expertise, elle essaye de répondre à comment qualifier et évaluer le risque et comment trouver des bonnes interventions face à ce risque. Et pour moi, cette démarche, elle ne peut pas être que technique. Ce n'est pas uniquement de savoir la capacité des masques à être protecteur par rapport au virus ou la capacité de l'aération, c'est d'avoir, encore une fois, une démarche pluridisciplinaire. Et par exemple, effectivement, sur la compréhension de la façon dont on peut développer la vaccination, on va avoir besoin à la fois d'éléments épidémiologiques, mais aussi d'éléments liés aux sciences humaines et sociales pour comprendre comment les populations peuvent réagir par rapport à des propositions de couverture vaccinale. Donc ça, je pense que c'est le premier élément de ce trépied. Le deuxième élément, me semble-t-il, c'est la démarche professionnelle. Quelle est la perception de la situation par les professionnels de terrain? Comment ils réagissent par rapport à ça? Quels sont les éléments qui, pour eux, sont les éléments importants dans la capacité, encore une fois, à évaluer et à gérer un risque? Et ça, je crois que c'est aussi un élément important, et on a vu à quel point les professionnels étaient fortement impliqués dans la façon dont cette crise a été gérée, et heureusement. Et puis la troisième, c'est la démarche que je qualifierais de citoyenne. Et la démarche citoyenne, c'est finalement quelle position traverse la société face à une situation comme celle-là ou comme d'autres. Quelle appropriation y a-t-il par la population d'un certain nombre d'éléments, de connaissances, et y compris avec une forme de vigilance par rapport à tout ce qui peut circuler et comment les différents secteurs de la population peuvent s'approprier, y compris des informations qui sont des informations erronées. Et puis, point majeur, on l'a vu beaucoup, mais depuis longtemps en santé publique, sur les problèmes de dépistage, par exemple, c'est quelle acceptabilité.
est-ce que les propositions, les interventions que l'on fait sont acceptables, de quelle manière, à quel niveau, par les différentes populations. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'à mon sens, la décision in fine qui est retenue par les pouvoirs publics, ça doit être une synthèse de ces trois approches. Ce n'est pas une contre les autres, ce n'est pas une plus une contre une troisième. C'est comment on arrive, et c'est peut-être toute la difficulté et la complexité de la décision politique, c'est comment on arrive à trouver une voie, un chemin à travers ces trois démarches qui sont parfois convergentes, mais pas si souvent que ça, et avec donc une capacité de prendre des décisions dans une situation d'incertitude. Et puis peut-être le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est finalement dans ces situations d'incertitude, quel est le rôle des médias? Et je crois que ce sujet-là a quand même beaucoup traversé la crise. Et je le retranscrirai peut-être par 4 questions, puisque faire de l'éthique, c'est aussi savoir poser des questions. Alors, je vais m'essayer à poser des questions. La première question qui me semble fondamentale, c'est comment retranscrire de l'incertitude sans créer de l'anxiété? Ça, je crois que c'est un sujet compliqué, parce que dire que l'on ne sait pas, ça peut être aussi compris comme une forme d'incitation à une panique. Et ça, je crois que c'est important de pouvoir regarder, essayer de comprendre comment on peut retranscrire, encore une fois, cette incertitude qui est consubstantielle de la démarche de progression des connaissances, sans que dans un contexte notamment de crise sanitaire, ça crée de l'anxiété. Encore une fois, on l'a vu pour ce qui tourne autour de la crise Covid, mais on l'a vu dans d'autres domaines, et y compris avec des éléments liés à des pollutions environnementales qui peuvent créer de l'anxiété de façon extrêmement forte dans une population. La deuxième question, c'est comment exprimer la diversité des points de vue sans privilégier la polémique. Ça aussi, je crois que c'est un sujet qui nous traverse tous. Entre controverses et polémiques, comment on arrive à mettre en place un chemin qui permette d'avoir cette controverse nécessaire sans qu'elle devienne une polémique stérile, et notamment devant des médias qui ont une très forte influence et une très forte audience. Troisième question, c'est comment restituer la notion du temps, de la construction dans le temps, dans une culture qui est quand même beaucoup une culture de l'immédiateté, et notamment au niveau des médias où on voit bien que c'est la culture de l'instant présent. Il faut être présent, il faut répondre tout de suite, il faut répondre y compris à des questions pour lesquelles on n'a pas la réponse, mais on a des éléments qui nous permettent de commencer à avoir des éléments de réponse. Et cette notion de l'immédiateté, à mon avis, mérite d'être posée dans un contexte d'incertitude. Et puis la dernière question que je vois par rapport au rôle des médias, elle n'est pas non plus très simple, mais c'est comment garantir une compétence des experts qui s'expriment, sachant que les experts peuvent s'exprimer dans certains domaines, mais ne pas être experts dans d'autres, et comment on arrive aussi à faire en sorte qu'il y ait une capacité de retranscrire l'expertise, mais pour ce qu'elle est, et pas au-delà de ce qu'elle est, parce que tout expert est aussi un citoyen qui peut s'exprimer aussi, mais dans des conditions qui ne sont pas les mêmes lorsqu'il est expert et lorsqu'il est citoyen. Voilà ce que je voulais partager avec vous très rapidement. J'espère ne pas avoir trop débordé de mon temps. Nous vous remercions. Alors, il y a une première remarque qui est faite. Alors, je ne sais pas si elle appelle une réaction véritablement, mais
Sur la question du rôle des médias, un parallèle est proposé, donc c'est dans la partie Agir, hein. Un parallèle est fait avec le rôle du Parlement, donc avec l'idée que le Parlement a été sous-sollicité et qui n'a pas participé à l'élaboration d'un consensus et il n'a pas pris part à la décision. Alors, je ne sais pas si vous avez, si vous souhaitez réagir par rapport à ça. À mon avis, ça se place un peu sur deux plans différents. Ce que je peux dire, c'est que, bon, d'abord, je ne suis pas certain que dans des situations comme celle-là, on arrive automatiquement à un consensus. Le consensus est très complexe, notamment dans des situations de ce type-là. Et c'est pour ça que je crois que la décision des pouvoirs publics, elle doit être prise de la manière la plus éclairée possible. Et pour moi, la manière la plus éclairée possible, c'est encore une fois pas uniquement à travers ce que peuvent dire les experts, mais aussi ce que peuvent dire les professionnels et ce que peuvent dire les citoyens. Après, le Parlement, il fait partie de la décision politique, normalement, dans un système démocratique. Là, il a été, malgré tout, à certains moments, consulté, il a voté aussi sur un certain nombre de choses, dans un contexte que l'on peut critiquer sur les modalités de la représentation telle qu'elle est définie dans notre pays, qui est une représentation une démocratie représentative. Mais il y a les éléments de cette décision ont été malgré tout portés. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les instruments de la démocratie en santé qui avaient été développés depuis 2002, eux, ont été paralysés. C'est-à-dire qu'on a vu très peu la conférence nationale de santé, les conférences régionales de santé et de l'autonomie, les conférences territoriales ont été très peu associées dans ce contexte. Est-ce que c'était possible? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça veut dire que ce qui a été construit n'a pas été utilisé dans le contexte de la crise pour développer une adhésion par l'intermédiaire d'une démarche citoyenne. Et vous l'avez vu aussi, puisque à un moment donné, il y a eu aussi une volonté de créer un comité des citoyens qui a complètement fait long feu parce que ça n'a pas été retenu comme une possibilité. Alors, peut-être que ce n'était pas possible, mais je pense que c'est quand même un élément qu'il convient de noter parce que je crois que ça doit interroger la façon dont on fait vivre la démocratie en santé dans notre pays. Alors, je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire. Sur la démocratie en santé, il y a une défaillance qui est visible, mais le choix de recourir à l'état d'urgence sanitaire n'a pas été neutre, hein, sur la question qu'on évoque, qui est celle du rôle du Parlement, puisque pendant tout le premier temps de la gestion de la crise, l'état d'urgence sanitaire a permis une gestion de la décision très centrée sur le pouvoir exécutif, avec une expertise scientifique, certes, mais avec un cercle de décision très restreint avec le Conseil de défense sanitaire. Ce n'est que dans un second temps que le Parlement est revenu. Alors, on peut mettre ça en lien avec la question de la temporalité, mais il n'empêche que le Parlement n'a pas été pensé comme un acteur associé véritablement à la prise de décision, en tout cas dans un premier temps de la crise. Alors, il y a beaucoup de questions sur le chat. Donc, peut-être donc une première question. Pour retranscrire l'incertitude, serait-il pertinent de favoriser une acculturation à l'incertitude, voire aux incertitudes en dehors des crises? Ça, c'est la première question. Et serait-il pertinent de s'appuyer sur des acteurs moins contraints par l'immédiateté, l'école, les médecins? En tout cas, moi, ce qui me semble important, c'est que l'on puisse avoir une démarche profonde au niveau de l'ensemble de la population ou des populations pour expliquer ce que c'est que cette incertitude.
pour expliquer pourquoi elle est importante et pourquoi il est important d'avoir un mécanisme progressif permettant de lever ces incertitudes. En gros, c'est une explication de ce qu'est la démarche scientifique. Et je crois que finalement, on l'a très peu. Et c'est un élément, à mon avis, extrêmement important qui devrait, pour le coup, être enseigné dès l'école pour permettre aux personnes d'accepter l'idée que sur un sujet, on ne sait pas tout de suite. Donc ça me semble vraiment fondamental et je crois que là, on a encore des progrès à faire. Après, s'appuyer sur des acteurs moins contraints par l'immédiateté, pourquoi pas, mais je vois ce qui est marqué dans le chat, je ne suis pas sûr que les médecins, dans le contexte dans lequel on était, étaient moins contraints par l'immédiateté. Je pense que là, prendre du recul, très sincèrement, dans la situation où on était en mars 2020, était extrêmement compliqué. Ça me paraît, et c'est une réponse aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, on était dans une phase de sidération et pas uniquement en France. Alors, en France, ça s'est appelé l'état d'urgence sanitaire, dans d'autres pays, ça s'est appelé autrement, mais globalement, on a eu ça quand même dans beaucoup de pays. Après, c'est plutôt comment on reprend le plus rapidement possible un processus qui permette de faire vivre les instances démocratiques et de faire en sorte que là, on puisse avoir le débat nécessaire, mais dans un contexte où la phase de sidération est passée. Et ça ne pouvait pas se faire au début de la pandémie. Alors, dans le chat, il y a une question qui est directement en lien avec la question de la formation et qui vous est très directement adressée. Puisque vous dirigez une école, comment formez-vous vos étudiants, futurs responsables, à l'incertitude? Probablement pas assez bien. Et j'espère qu'on le fera de mieux en mieux. Pour moi, il y a deux choses peut-être. Une première, c'est le fait de pouvoir leur donner le plus d'éléments possibles sur ce qu'est la méthode scientifique et le rapport à la science. Donc, on ne l'a pas fait assez jusqu'à présent, on commence à le faire de plus en plus. Et pour donner un exemple, on a dans le cadre, alors là c'est plutôt pour nos élèves fonctionnaires, dans le cadre de ce que l'on appelle le tronc commun des élèves de la haute fonction publique, avec deux autres structures, AgroParisTech et l'École nationale supérieure vétérinaire de Lyon, on a fait un module qui s'appelle le rapport à la science, pour essayer de faire comprendre, et c'est de manière générale, mais en prenant comme exemple l'exemple de ce qui s'est passé à Rouen avec le Lubrizol, pour essayer de faire comprendre justement quels sont les ressorts de la façon dont on prend des décisions en situation d'incertitude. Après, il y a un autre sujet, c'est qui, je pense, pas assez traité dans notre école et globalement peut-être en France, qu'il est plus dans les pays anglo-saxons que je connais, c'est de travailler l'éthique et la santé publique. C'est-à-dire comment on peut décliner les questionnements que l'on a en éthique sur les interventions et les actions qu'on a en santé publique. Donc ça, on va commencer à le faire aussi avec le recrutement d'un enseignant-chercheur qui arrive au 1er avril, me semble-t-il. Donc c'est des choses qu'on va faire, mais encore une fois, je pense qu'on ne le fait pas assez chez nous, et je crois que c'est un élément extrêmement important de ce que doit faire une école comme la nôtre. Merci beaucoup. Alors, je rebondis sur une question qui est posée par Margot Smirdek, qui réagit par rapport à la question de comment dire l'incertitude finalement sans créer un sentiment d'angoisse, une panique. Elle interroge cette affirmation au regard de la logique démocratique. Est-ce que ça n'est pas finalement taire une partie de la réalité? Est-ce que ça n'est pas créer l'illusion d'une maîtrise qui n'est pas au rendez-vous et finalement, elle pose la question de manière encore
plus claire? Est-ce que ça n'est pas une vision des masses paternaliste et ou surplombante, avec une fuite au regard de ce qui peut apparaître comme inconfortable? Donc voilà, je retranscris la question telle qu'elle est posée. Mais elle a tout à fait raison, et je suis totalement d'accord avec ça, parce que je l'ai vécu dans des temps assez lointains, mais pas si lointains que ça, où on voyait aussi des positionnements. Alors, moi, j'ai vécu dans des institutions qui n'existent plus, qui étaient les DAS et les DRAS, où on avait des préfets, et je me souviens d'une ou deux situations dans lesquelles le préfet me disait: ah ben non, ça, on va pas le dire, ça va faire, ça va provoquer la peur. Et il y avait du coup cette culture du secret qui, à mon avis, est la pire des choses. Par contre, moi, je ne l'ai pas mis à ce niveau-là. Mon questionnement est plus au niveau des médias. C'est-à-dire, je pense qu'il faut parler justement de cette incertitude. Il faut parler des difficultés que l'on peut avoir dans l'approche de la connaissance. Mais j'ai vu aussi à plusieurs reprises, et j'ai des exemples très précis en tête, où on demandait à un expert de se prononcer sur un sujet très très précis pour savoir s'il fallait 4, 6 ou 10 personnes à table pour Noël. Et même quand l'expert ne voulait pas, les médias allaient jusqu'au bout pour arracher un chiffre à l'expert, et qui devenait du coup la norme. Et ça, je pense qu'il y a aussi un travail à faire avec les médias pour retranscrire l'incertitude et sans faire en sorte que soit on édicte une norme, soit que, à l'inverse, on prenne cet élément d'incertitude comme vous voyez, ils ne savent pas. Et ça rejoint le premier point, c'est-à-dire que plus collectivement on aura cette culture de la façon dont la science se développe, moins on aura ce type de tentation qui, à mon avis, malgré tout, reste délétère. Alors, il y a un certain nombre de commentaires et de références qui sont proposés dans le chat pour convaincre de ce que communiquer autour des incertitudes est un facteur de confiance. Donc, j'y renvoie. Gérard Lévy a une question précise. Est-ce que vous seriez favorable à un observatoire de gestion de crise, prévention des risques majeurs? Bah, à ce que cette fonction-là se fasse, et je vois dedans qu'il cite Patrick Lagadec, qui a été un auteur qui a institué en France cet aspect sur la manière dont on peut prévenir et gérer les crises, et surtout l'inattendu, parce que le problème c'est surtout l'inattendu. Je pense que d'avoir cette capacité de développer la réflexion, l'analyse, et encore une fois, sous une forme voire transdisciplinaire, me semble vraiment fondamental. Est-ce que ça doit être un observatoire? Pourquoi pas? Il y a des observatoires qui ont très bien fonctionné, il y en a d'autres qui ont moins bien fonctionné. Ça veut dire aussi qui on met dans cet observatoire, ça veut dire quel est son rôle, ça veut dire comment il est financé. Donc, l'observatoire en lui-même est une forme, je dirais, statutaire de réponse. En tout cas, le fait qu'on ait cet aspect de gestion de prévention et de gestion des risques est un élément majeur. Et en tout cas, c'est ce que nous, on essaye de développer à l'école, mais on n'a pas beaucoup de moyens pour le faire, j'en suis désolé. Merci. Alors, Emmanuel Hirsch donne le programme des colloques qui s'annoncent organisés par l'Espace éthique Île-de-France, donc avec un colloque au Sénat sur réinventer la démocratie en santé, dont on parlait tout à l'heure, qui aura lieu le 18 mars, et puis un certain nombre d'autres événements qui sont abordés. Alors, moi, par rapport à ce que vous avez pu dire au début sur penser l'incertitude, je fais juste une remarque parce qu'elle met
en tant que juriste, elle m'a sauté aux yeux en vous écoutant, enfin, elle m'a sauté aux oreilles en vous écoutant peut-être. Vous avez fait un parallèle avec la question environnementale, avec l'idée que finalement le principe de précaution intègre cette incertitude. Si on envisage la chose sur le plan international, l'incertitude n'est pas tellement pensée en matière de santé, en revanche, parce que dans le cadre du règlement sanitaire international, il n'y a pas vraiment de place pour l'incertitude. Il y a urgence ou pas urgence, et entre ces deux situations, il n'y a pas de mesure prudentielle qui pourrait être, enfin, qui est mise en place actuellement. Donc finalement, l'incertitude n'a pas été pensée en contexte de pandémie, avec la circulation des personnes, des biens, et un gros travail qui reste à faire en la matière. C'est plus une remarque qu'une question véritablement, mais c'est assez paradoxal de constater que le système international est plus performant pour l'environnement que pour la santé. Alors, Oui, oui, juste peut-être une réaction très rapide. En tout cas, c'est très intéressant et je pense qu'il va falloir aussi qu'on construise l'espace juridique au niveau de la santé parce que vous voyez bien aussi le débat qui a commencé déjà il y a quelques années autour du rôle de l'OMS et qui s'est fortement accentué ces derniers temps, et notamment avec la crise actuelle. Après, je pense que surtout si vous faites référence au RSI, au Règlement sanitaire international, le Règlement sanitaire international, il est quand même très présent, surtout sur des risques que l'on connaît bien. Alors bien que sûr. quand on regarde aussi ce que sont les menaces environnementales, on est sur énormément d'éléments sur lesquels justement nos connaissances sont relativement faibles. Donc c'est aussi un point qu'il faudra probablement regarder, mais la construction de cette capacité au niveau international à penser l'incertitude, à mon avis, est extrêmement importante. Je me permettais juste, Frédéric, d'avoir mis cette mention sur notre programme sur la démocratie en santé, parce que Laurent a évoqué effectivement la mise en parenthèse ou en berne de la démocratie en santé au moment probablement où on en aurait eu le plus besoin. Mais juste un point alors que je me permets de poser par rapport à l'incertitude. On est dans un contexte international assez délicat. On a même évoqué la force nucléaire. Et je me demande de quelle manière la population française est même informée de ce qu'il faudrait faire si demain cette menace était encore plus présente. Alors dans d'autres pays qui sont des pays en guerre, par exemple, à aménager en termes d'information, il y a des lieux qui sont dédiés, y compris dans des appartements. Voilà, c'est ce que je me posais la question et je termine là-dessus sur la notion de démocratie en santé ou de démocratie d'un point de vue général par rapport à des risques qui sont des risques très importants. De quelle manière on associe la société, non pas uniquement à la décision, mais à la capacité de s'approprier des savoirs qui lui permettent de faire face et d'avoir moins peur. C'est la question que je posais aussi à Laurent. Si je peux répondre très vite à Emmanuel, oui, tu as totalement raison. Ce que je vois aussi, c'est que là, d'abord, on peut faire référence aussi aux travaux que mène notamment la Croix-Rouge internationale sur, en gros, les grandes menaces qui existent, où ils essayent, et ils ont des manuels extrêmement bien faits là-dessus, pour faire en sorte qu'il y ait une appropriation par les populations des bons gestes à avoir. Alors c'est ce qu'on voit actuellement par rapport à la situation en Ukraine avec la distribution des comprimés d'iode, mais on voit bien que on peut très bien, dans des situations à risque, faire en sorte que la population soit le mieux préparée possible à la gestion de ces risques-là. Et c'est ce qui se fait, par exemple, dans des endroits où on sait qu'il y a des tremblements de terre réguliers ou dans des endroits où il y a des cyclones qui arrivent souvent. Ben, ce qui est fait et qui, à mon avis, est extrêmement intéressant et extrêmement efficace, c'est de donner tous les éléments à la population pour qu'elle puisse se protéger au mieux. Et moi, je trouve que ça vaudrait le coup de réfléchir sur comment on peut aller un peu plus loin que ça
y compris sur ce que l'on a vécu dans le cadre de la crise Covid, et encore une fois, de redonner au maximum le pouvoir d'agir aux personnes et aux populations. Ça n'empiète pas du tout la décision politique. Je me permets une petite incidence pour dire, regarde l'actualité, elle est très immédiate d'une certaine manière. Rapport d'information donc à l'Assemblée nationale du 23 février sur la défense NRBC, nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique, qui en a parlé de ce rapport. Donc voilà, ce que je veux dire par là, les parlementaires s'en sont saisis, puisque c'est un rapport très détaillé. On est dans une configuration où rien ne nous permet de penser qu'on échappera véritablement sous une forme ou une autre, soit nous directement, soit des gens très proches de nous, au risque NRBC. Quelle est l'information, y compris dans un contexte de guerre, où on aurait pu aussi avoir un minimum d'informations. On ferme donc la parenthèse pour dire effectivement, il y a tellement de prudence pour ne pas inquiéter les gens, qu'à un moment donné, ils se sentent dépossédés, et la question de la confiance, elle est posée dans les décideurs. Ils doivent avoir aussi la capacité, avec des relais, d'apporter l'information utile à des gens qui sont concernés dans leur peau. Voilà. Je termine sur ce point et je n'interviens plus, mais c'est pour te dire à quel point, entre la théorie et la réalité pratique, même immédiate, au moment où on évoque même l'arme nucléaire, qui est aujourd'hui en capacité d'avoir la moindre réaction. Et de la même manière qu'on parlait de la sidération au début de la pandémie, là on nous met en situation de totale dépendance. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez réagir par rapport à ça. Il y a également... Oui, je vous laisse réagir. Non, mais je veux dire que je suis totalement d'accord sur le fait que effectivement, il faut qu'on arrive à avoir une culture en France, et j'ai donné quelques éléments de où on partait, une culture en France qui permette de faire en sorte que l'on s'approprie un sujet, y compris dans ces dimensions complexes, et que à partir de là, on ait une capacité à mettre en place des interventions dans un cadre démocratique. C'est ce qui fait aussi l'importance des valeurs que l'on défend. Alors, je me permets de relayer un long texte qui a été rédigé par Anne Josselin sur le chat, et qui renvoie encore une fois à la question de la confiance. Donc on voit bien que c'est une question récurrente et qu'il y a beaucoup d'interrogations sur ce terrain-là. Donc elle souligne tout d'abord qu'on apprend à vivre avec l'incertitude, et qu'on vit avec beaucoup d'incertitudes, mais qu'il y en a une qui est difficilement acceptable, qui est celle de l'incertitude sur la fiabilité morale des décideurs, et en particulier ici des scientifiques. Elle soulève plus spécialement la question dans ce contexte des conflits d'intérêts. Et puis, elle soulève également la question du débat ouvert, ou de l'absence de débat ouvert et de débat citoyen, et de la démultiplication des angoisses liées à l'exclusion dans le contexte qui a été celui de la gestion de la crise sanitaire, si je comprends bien, avec cette question: comment lutter contre les incertitudes quant au caractère désintéressé, objectif des discours et des décisions scientifiques? Ça, c'est une vaste question. Oui, c'est une vaste question. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que alors, on progresse, mais il y a encore une marge pour s'améliorer. Oui, bien entendu, tout ce qui tourne autour des conflits d'intérêts n'est pas une bonne chose pour la crédibilité de la parole scientifique. Ça paraît évident, mais finalement, c'est pas si évident que ça. Et donc, c'est vrai que une parole scientifique déconsidérée parce qu'on exhume un conflit d'intérêts est, à mon avis, catastrophique, notamment dans la situation dans laquelle on a vécu ces temps-ci. Et je pense qu'à l'avenir, on peut avoir des situations de ce type-là. Donc déjà, essayer effectivement d'avancer le plus possible dans cette capacité à reconnaître et à objectiver ces conflits d'intérêts.
Et c'est d'ailleurs d'autant plus difficile que il y a ce qu'on appelle la déclaration d'intérêt d'un côté et le conflit d'intérêt de l'autre. Des gens peuvent avoir des déclarations d'intérêt parce qu'ils ont travaillé avec telle structure, etc. Mais c'est quand ils ne le disent pas ou quand ces éléments-là deviennent des éléments qui finalement font pression sur les propos qu'ils tiennent, que là, on a une difficulté majeure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je veux peut-être insister, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas uniquement le caractère des intéressés, c'est aussi la façon dont l'expertise est retranscrite, c'est-à-dire jusqu'où, et je le vis avec vous aujourd'hui aussi, hein, jusqu'où on peut se réclamer expert pour dire des choses. Et ça, je crois que c'est pas si simple que ça malgré tout. Et on a vu aussi pendant ces 2 ans, j'ai des exemples en tête qui ne sont pas les 2 personnes avec qui je suis, mais où on a vu des personnes se réclamer d'une expertise qu'ils n'avaient pas. Donc, je crois que là aussi, c'est un sujet sur lequel il faudra que l'on s'interroge. Et puis le dernier point, c'est, je pense, et c'est pour ça que je le marquais, enfin que je l'ai retranscrit dans le rôle des médias. Je pense qu'on a quand même un sujet qui est de voir comment les médias traitent l'incertitude. Et ça fait partie pour moi de l'acculturation qu'on doit avoir à une pensée scientifique, ou en tout cas la façon dont se créent et se développent les connaissances. Je crois qu'il y a vraiment un besoin de trouver les règles avec les médias, alors en tout cas avec certains médias, pour travailler ces sujets-là. Et je crois que certains journalistes sont en demande aussi de ça, parce que j'ai assisté pendant cette crise-là à un séminaire avec des journalistes. Ils sont en situation difficile eux aussi, parce que eux sont obligés de réagir de façon très forte à des diktats de l'immédiat, et avec aussi parfois des médias qui privilégient avant tout les discours, on va dire, très forts, voire polémiques. Et ça, à mon avis, ça n'aide pas les gens à cheminer dans ces aspects de, oui, une incertitude, ça existe, mais ce n'est pas pour autant quelque chose qui est anxiogène. Moi, j'ai vu quand même des gens dans mon entourage vivre de façon très anxiogène des discours portés par des personnes. Merci. Alors, en lien avec la question des conflits d'intérêts, il y a aussi la question de la transparence, je pense, qui est un vrai enjeu, et sur les questions de santé, en lien avec l'argument, enfin avec ce qu'on appelle le secret des affaires, où il y a une vraie articulation à trouver avec une place pour la transparence qui est nécessaire en matière de santé, me semble-t-il. Voilà. Alors, je propose, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et puis cet échange, ces questions.